commencer la présentation. Si jamais il y a quoi que ce soit, il y a une modératrice, ma collègue Jannick Raymond-Mignot, qui pourra m'aviser. Donc, vous pouvez écrire vos commentaires ou questions aussi. Il va y avoir une période d'échange à la fin, une période de questions, 15 minutes environ de questions. Donc, mon nom, c'est Mélanie Gannett-Robert. Je suis diplômée en sexologie. J'ai un bac et une maîtrise en sexologie en recherche-intervention. Et je suis la responsable du volet éducation et prévention chez Anorexie et Boulimie Québec, ANEB. Donc, vous m'entendez toujours bien? Ah, il y a quelqu'un qui n'entend pas? Continue, je vais. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'image corporelle chez les adolescents et adolescentes. Quand on parle d'adolescence, les âges varient. Il y a des études qui disent que l'adolescence se situerait de 10 à 19 ans, même si on met l'âge adulte légal à 18 ans au Québec. Et il y a d'autres études, d'autres scientifiques qui s'entendent pour dire que ce serait maintenant de 10 à 24 ans que l'adolescence s'échelonnerait sur une période plus longue. Dans le cas de ma présentation, on va parler plus de l'âge de 10 à 18 ans. Avant 18 ans, en fait, 17 ans. Puis je vous dirais que la majorité des études auxquelles je vais faire référence tournent autour des jeunes de 13 à 17 ans. Parfois, je vais aussi faire des allusions avec les adultes ou avec les plus jeunes, mais la présentation est vraiment ciblée là, sur les adolescents et adolescentes. Donc, rapidement, chez ANEB, je m'occupe de coordonner tout ce qui est le volet sensibilisation, le volet éducation, donc entre autres la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, coordonner aussi les conférences, les kiosques en milieu secondaire. Non? Vous m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, OK. OK. Donc, je vais essayer de rester plus près du micro. OK. Donc, chez ANEB, je coordonne les activités de prévention, de sensibilisation. Par exemple, en milieu scolaire, en milieu communautaire. Je m'occupe également de la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Sinon, je coordonne aussi une partie du volet jeunesse, donc par exemple le service de texto qui est nouvellement implanté chez ANEB. Et également, ça ne veut pas dire que c'est moi qui interviens nécessairement, mais c'est moi qui coordonne ce volet-là. Et également le volet clavardage et tout ce qui est blog, etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, c'est ce que je fais. De toute façon, je vais revenir sur les services d'ANEB à la toute fin de la présentation. Ah. Un instant, on me dit que je dois... Okay. C'est la première fois que je fais un webinaire, soyez indulgents. OK. Bon. Je suis pas capable de changer les diapositives. Donc, rapidement, quelques faits préoccupants ou quelques statistiques en lien avec l'adolescence. On se rend compte que les préoccupations commencent chez les jeunes enfants. Vers l'âge de 7 ans, il y a certaines fillettes qui sont en mesure d'identifier des parties de leur corps qu'elles aimeraient modifier pour mieux paraître. Et c'est leur mot, mieux paraître. Mais on se rend compte que par contre, les préoccupations liées à l'image corporelle sont exacerbées à l'adolescence. Donc, prennent de plus en plus d'ampleur. Heureusement, on sait que l'image corporelle n'est pas statique. Donc, c'est pas parce qu'on est insatisfait de notre image corporelle à l'adolescence que ça va être ainsi aussi à l'âge adulte. Et déjà, on voit, ce que les études démontrent, c'est que déjà à la fin du secondaire, il y a une amélioration au niveau de l'image corporelle chez les jeunes. Donc, c'est positif, on peut travailler sur ça avec les jeunes. Il y a l'enquête québécoise sur la santé des jeunes qui a été effectuée au Québec en 2 temps. Donc, il y a un premier temps qui a été fait en 2010-2011 qui traitait davantage des saines habitudes de vie. Et il y a un temps 2 qui a été fait en 2016-2017 qui traitait davantage l'aspect santé mentale. Ce qu'on s'est aperçu dans cette étude-là, c'est une étude qui a été faite chez les élèves au niveau secondaire. Sur à peu près un échantillon de 62 000 jeunes. Donc, les résultats peuvent être quand même là, généralisables. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'enquête de 2010-2011 sur les saines habitudes de vie a démontré que la vaste majorité des jeunes, soit 71% des jeunes qui ont été consultés, tentent de contrôler leur poids, soit de le maintenir, d'en perdre ou d'en gagner. Donc, c'est quand même une proportion importante.
Et on s'est rendu compte qu'à travers l'étude, parmi les jeunes qui étaient dits en poids santé, 56% de ces jeunes-là tentaient de contrôler leur poids. Encore une fois, d'en maintenir, d'en perdre ou d'en gagner. Par exemple, gagner de la masse musculaire. On s'aperçoit aussi que parmi les jeunes qui tentent de contrôler leur poids, il y a environ 66% des jeunes qui ont recours à des méthodes qui ont un potentiel de dangerosité pour leur santé. Donc, par exemple, ça peut être avoir recours au vomissement, ça peut être recours au jeûne, faire des régimes amaigrissants, sauter des repas. Donc, c'est quand même un chiffre inquiétant, 66% des jeunes qui ont des recours à de telles méthodes. Et on se rend compte que si on regarde l'étude de 2016-2017, il y a eu une légère augmentation chez les jeunes Québécois, Québécoises au niveau des troubles alimentaires. Donc, on se rend compte qu'en 2010-2011, c'était 1,8% des jeunes qui rapportaient qu'un spécialiste leur avait dit qu'ils souffraient d'un trouble alimentaire. Donc, ça, c'est ceux qui ont eu, dans le fond, un diagnostic. Et en 2016-2017, ce chiffre-là s'élève à 2,2%. C'est les données les plus récentes qu'on a. Sinon, on voit aussi qu'il y a une augmentation au niveau de la prévalence, principalement chez les filles, au niveau des troubles alimentaires à l'adolescence, chez les Québécois et Québécoises. Donc, je vais changer la page. Donc, une image corporelle négative durant l'adolescence est associée davantage, comme vous le savez probablement, malheureusement, à une faible estime de soi, à l'inactivité physique, ou au contraire à un entraînement excessif, donc surentraînement, à des comportements alimentaires problématiques, des comportements nocifs pour la santé comme essayer de fumer par exemple pour perdre du poids. Je pense que je dois autoriser des gens dans la salle. C'est parce que je ne suis plus haute. Ah! Can just give me the access because I had a Ça, problem with my Wi-Fi. désolée. Désolée, il y a des problèmes, un petit problème technique. Sinon, je vais le faire après. Tu n'auras pas besoin de ça. Est-ce que tu acceptes de rendre disponible le PowerPoint après? Le PowerPoint va être disponible par la suite. OK. Bon, ça devrait fonctionner. Donc, on sait aussi qu'une image corporelle négative durant l'adolescence est davantage associée à l'obésité et davantage associée aux troubles alimentaires. Quand je vais donner des présentations ou mes collègues vont donner des présentations auprès des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui nous disent « Oui, mais madame, d'être insatisfait de notre image corporelle, est-ce que ça pourrait être comme ils disent pas dans ces mots-là, on va s'entendre, un moteur de changement pour qu'on bouge plus? Est-ce que ça pourrait nous aider à être plus actifs? » Dans les faits, ce que les études démontrent, c'est que non, au contraire, quand un jeune est insatisfait de son image corporelle, il a tendance à prendre des actions qui peuvent être nocives pour sa santé. Donc, comme je vous disais, se surentraîner, sauter des repas, couper dans certains aliments. Donc, on voit qu'au contraire, avoir une image corporelle négative fait qu'on est moins actif. Et au niveau des troubles alimentaires aussi, on sait, je vais changer de diapositive, ce sera pas bien long. Donc, l'insatisfaction liée à l'image corporelle, c'est un des facteurs de risque les plus importants pour développer un trouble alimentaire. Également, là, les régimes amaigrissants représentent un des facteurs de risque les plus importants pour développer un trouble alimentaire à l'adolescence. Donc, quand on travaille, par exemple, moi, je travaille au niveau des troubles alimentaires principalement. Donc, si on veut faire de la prévention au niveau des troubles alimentaires, habituellement, les programmes vont viser une amélioration de l'image corporelle. Donc, les programmes de prévention, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup d'études évaluatives, mais peu de programmes qui se sont démontrés comme étant pleinement efficaces. Et parmi les programmes qui ont été démontrés comme efficaces, une des façons de mesurer les résultats, c'était lié à l'image corporelle. Donc, plus de satisfaction liée à l'image corporelle suite au programme. Donc, c'est une des mesures de l'efficacité.
Par rapport aux troubles alimentaires aussi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, l'âge de 14 à 25 ans, c'est l'âge où est-ce que la période où est-ce que les jeunes sont plus à risque de développer un trouble alimentaire. Donc, c'est vraiment la période la plus propice pour ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, les jeunes de cet âge-là sont à un moment où est-ce qu'ils sont en train de construire leur identité. Il y a énormément de changements corporels qui arrivent très rapidement, des gros changements aussi au niveau corporel. Et en fait, c'est aussi un âge où est-ce que les jeunes sont plus vulnérables aux messages que la société leur envoie par rapport au poids, par rapport à la santé. Également, où est-ce que le regard des pairs est vraiment important, prend beaucoup de place. Donc, tout ça fait que les jeunes de cet âge-là sont plus à risque d'être insatisfaits de leur image corporelle et de développer des troubles alimentaires. Donc, rapidement, vous êtes pas mal au courant. L'image corporelle chez les jeunes, elle est influencée par les changements corporels, comme la puberté, les expériences liées au corps, par exemple un traumatisme comme une agression sexuelle. C'est sûr que chez certains jeunes qui ont vécu une agression sexuelle, ça peut être difficile de connecter avec son corps, d'aimer son corps. Donc, au contraire, on peut tenter de vouloir le punir, le blesser, le cacher. Il y a également le poids, qui est un facteur de risque. Peu importe notre poids, on peut être préoccupé de notre image corporelle. Par contre, est-ce que vous m'entendez toujours bien? OK. Par contre, on sait que les jeunes qui sont considérés en surpoids, qui ont un IMC plus élevé ou qui sont considérés obèses, sont plus à risque d'être préoccupés de leur image corporelle. Il y a certains traits de personnalité, comme le perfectionnisme, par exemple, qui fait qu'un jeune va être qui risque d'être plus insatisfait de son image corporelle. Perfectionniste, être beaucoup dans la performance, avoir des exigences élevées. Il y a des affects négatifs aussi, comme le fait de vivre des symptômes dépressifs, d'être plus anxieux. Également, l'identité, on l'a dit tout à l'heure, les jeunes sont dans une période où est-ce qu'ils sont en pleine construction de leur identité. Donc, des fois, quand un jeune ne sait pas nécessairement qui il est, a de la difficulté à se comprendre, à forger sa personnalité, ça se peut qu'il surinvestisse son apparence. Donc, il transfère son identité à travers son apparence et l'adhérence aux stéréotypes de genre et aux normes de beauté. Donc, c'est sûr que l'image corporelle est influencée par les messages qu'on nous envoie dans les médias, dans la société, en lien avec le poids, la santé. Et les jeunes sont particulièrement affectés par ça. Donc, plus j'adhère à ces normes de beauté-là, plus j'adhère aux stéréotypes de genre, au fait d'être un homme, une femme. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais les études sont principalement faites sur des filles et des garçons, une vision peut-être plus binaire du genre. Mais donc, bref, si j'adhère à ces stéréotypes de genre-là, je suis plus à risque d'être insatisfaite de mon image corporelle. Même chose pour les troubles alimentaires aussi. Donc, en gros, les normes de beauté dans notre société, donc à quoi on associe, je vous ai mis la minceur, le fait d'être musclé, parce que ce sont des corps qui sont démontrés comme étant très valorisés dans les médias et comme étant ceux auxquels on voudrait atteindre. Donc, à quoi on associe la minceur dans notre société? On associe la minceur à la beauté, au succès, à la santé, à la détermination. Ça semble être pas mal tous des qualités, hein, si vous voyez, à la féminité, à la séduction. Donc, dans la tête des jeunes, ça peut être je dois correspondre à ce modèle-là, je dois être mince pour être aimée, pour avoir du succès, pour montrer que je suis une personne en contrôle. Donc, je peux contrôler mon corps. Également, on se rend compte que il y a des analyses qui ont été faites dans différents films, principalement américains ou téléséries destinés aux adolescents, adolescentes, et on voit que les personnages qui sont considérés comme correspondant aux normes de beauté, par exemple des filles qui vont être minces, des gars qui vont être plus musclés, sont ceux qui ont le plus d'échanges romantiques dans les films. Donc, les jeunes ont l'impression que pour être considérés comme séduisants ou séduisantes, pour être trouver un partenaire amoureux ou un partenaire ou des partenaires amoureux ou sexuels, ils ont besoin de correspondre à cette image-là.
Même chose pour le fait d'être musclé, hein, donc on véhicule beaucoup dans notre société que le fait d'être musclé, représente le fait d'être courageux, d'être séduisant, d'être fort, d'avoir de la discipline. Donc on associe beaucoup de qualités qui sont stéréotypées là, à la minceur ou au fait d'être musclé. Donc il y a des jeunes qui ont l'impression qu'ils doivent atteindre ça. Et en plus, je voudrais que l'adolescence, c'est un âge où est-ce que les compagnies tentent beaucoup de rejoindre les jeunes, hein, ils sont pas immuables au marketing. Donc, les films, les séries qu'ils voient, c'est souvent l'image qui leur présente les revues, s'il y en a qui consultent des revues ou les sites web. À l'inverse, on présente, par exemple, les personnages, les comédiens, comédiennes qui sont considérés comme en surpoids, on les présente comme euh, drôles, pouvant pas avoir des relations amoureuses ou peu, donc c'est toujours les personnages loufoques qui font rire, qui sont maladroits, qui sont plus paresseux, qui s'alimentent moins bien. Donc, malheureusement, les médias sont encore le vecteur de stéréotypes, de préjugés en lien avec le poids, en lien avec la santé, en lien avec l'apparence. Euh, il y a quand même un changement si on regarde au niveau des dernières années par rapport à ça, mais reste qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés là, auprès des jeunes et même auprès d'une population adulte. Donc, on voit au niveau des normes de beauté que dans les médias, il y a peu de représentation de la diversité, que ce soit la diversité culturelle, corporelle ou sexuelle. Par contre, comme je vous disais, on voit qu'il y a une nette quand même amélioration dans les dernières années. Même si parfois ces représentations-là sont encore stéréotypées, on voit plus de diversité sexuelle, plus de diversité corporelle, un peu plus de diversité aussi culturelle. Donc, il y a quand même une amélioration qui est faite. Même si on parle de la diversité de genre, on voit maintenant des comédiens transgenres qui font le rôle de personnes transgenres. Donc, il y a quand même une amélioration. Les récentes études en lien avec la prévention liée à l'image corporelle et les troubles alimentaires démontrent justement que, comparativement, hein, si on regarde au niveau de la prévention liée à l'image corporelle ou les troubles alimentaires il y a quelques années, on parlait plus de l'apparence du poids pris seul. Maintenant, les études qui sont plus récentes démontrent qu'on doit travailler dans une approche intersectionnelle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit adresser différentes facettes de l'identité qui peuvent avoir un rôle à jouer dans le développement de l'image corporelle. Donc, on ne peut pas parler juste du poids. Il faut parler, par exemple, du poids, de l'identité de genre, des origines ethniques, de l'orientation sexuelle, des statuts socio-économiques, parce que c'est le croisement, l'interaction entre ces facettes-là de notre personnalité qui vont créer notre lien, notre rapport au corps et notre rapport à la nourriture. Donc, on va parler un peu, comme on parle des normes de beauté, de la stigmatisation et de l'intimidation à l'égard du poids. Un sujet, j'avais oublié de vous mentionner en début de présentation, mais cette présentation-là a lieu dans le cadre d'un programme qu'on vient de lancer qui s'appelle Au-delà de l'image chez ANEB. En fait, c'est un programme qui est une adaptation du programme Beyond Image du National Eating Disorder Information Center, le NEDIC. Et donc, les thèmes qu'on va explorer aujourd'hui ensemble, ce sont des thèmes qui sont adressés par les activités du programme. Donc, l'intimidation à l'égard du poids, les commentaires au sujet du poids, c'est un des sujets qui fait partie de ce programme-là. C'est un programme, je vais en parler plus tard, qui est disponible la 4e année jusqu'en secondaire 2. Bon, mes trucs arrivent à l'envers, désolée. Donc, il y a une étude qui a été faite par l'Association pour la santé publique du Québec et l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO, dans les écoles secondaires du Québec. C'est environ 824 jeunes qui ont été, dans le fond, interviewés dans les différentes écoles secondaires du Québec, principalement Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Saguenay, si je ne me trompe pas. Et ce qu'on s'est rendu compte à travers cette étude-là sur le sujet, c'est que la majorité des jeunes considèrent que le poids, c'est la principale raison pour laquelle les jeunes à l'école se font intimider. Cette étude-là, je vais apporter d'autres statistiques. De cette étude-là, il y a un microsite
qui en a résulté, qui s'appelle changerderegard.com, auquel ANEB a participé, dans le fond, a été consulté à titre d'expert pour, premièrement, la création des questions, mais aussi pour les outils pédagogiques et le microsite qui a découlé de cette étude-là. Donc, c'est une étude qui a permis de documenter, je pense, un sujet qui était présent depuis longtemps, mais qui était peu documenté. Et ce qu'on s'aperçoit avec cette étude-là, c'est qu'il y a 59, outre ce que je vous ai dit, il y a 59% des jeunes qui considèrent que les élèves de leur école se font traiter de non, taquinés, taquiner, ça semble un mot léger, là, mais en tout cas, c'est le mot qui est utilisé, ou intimidés par rapport à un surpoids. Et parmi les jeunes qui ont été victimes d'intimidation par rapport à leur poids, puis là, ici, on parle plus de surpoids, mais il y a aussi des jeunes qui sont victimes d'intimidation parce qu'ils sont considérés comme trop maigres ou parce qu'ils sont considérés peut-être comme trop efféminés, ou il peut y avoir plein d'autres raisons, mais cette étude-là était plus à ce niveau-là. Et il y a 47% des jeunes qui se sont fait intimider par rapport à leur poids, qui sont devenus obsédés par rapport à celui-ci. Dans la genèse des troubles alimentaires, c'est quelque chose qui n'est pas rare de voir. On voit des personnes, soit des jeunes adultes ou des jeunes qui développent des troubles alimentaires qui ont d'abord été stigmatisés par rapport à leur poids, qui ont reçu des commentaires à leur poids, t'es gros, t'es grosse, j'en dirai pas plus, puis qui finalement se sont mis à tenter de perdre du poids, parfois en commençant en limitant certains aliments, puis finalement se font complimenter par rapport à la perte de poids. Wow, qu'est-ce que t'as fait? T'es bon, t'es bonne, t'es beau, tu devrais me donner tes trucs. Finalement, ça les encourage, se mettent à perdre plus de poids, à développer des comportements de plus en plus rigides pour en venir aux troubles alimentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas rare qu'on voit. Et surtout, on le voit beaucoup chez les jeunes garçons, que les troubles alimentaires peuvent se développer de cette façon-là. J'ai marqué grossophobie. Je vous explique, il y a des gens actuellement qui disent qu'on serait probablement dans une société qui est grossophobe. Rapidement, on commente le poids des gens, que les installations sont pas faites pour les personnes en surpoids. Par exemple, je pense aux bancs dans les avions ou dans les cinémas. Donc, on prendrait pour acquis que les gens sont minces et qu'on aurait une peur de devenir gros ou grosse. On continue sur les facteurs liés dans le fond, à l'influence pour l'image corporelle chez les jeunes. Tantôt, je vous ai dit adhérer aux stéréotypes de genre, c'est un facteur qui peut nuire à l'image corporelle chez les jeunes. Donc, les jeunes qui adhèrent à des rôles de genre qui sont plus traditionnels ont tendance à vouloir davantage atteindre des idéaux de beauté qui sont véhiculés par les médias. Par exemple, on parle du self-silencing, je m'excuse pour mon anglais, dans les études américaines. Donc, ça, c'est le concept, le fait de prioriser, minimiser ses émotions, supprimer ses émotions, ses sentiments pour plutôt répondre à ceux des autres. On pourrait parler en français un peu d'abnégation. Donc, de toujours vouloir dire oui, de passer les autres avant soi. Chez les filles, de sentir qu'on doit prendre soin des autres. Chez les garçons, de sentir qu'on doit rester fort, stoïque, invincible pour être toujours présent, prêt pour les autres. Donc ça, c'est associé à de l'insatisfaction liée à l'image corporelle et davantage de troubles alimentaires aussi chez les jeunes. On sait qu'à l'adolescence, les pères jouent un rôle particulièrement important dans le développement de l'image corporelle. L'adolescence, comme vous le savez, à l'adolescence, on s'éloigne un peu des parents pour s'investir plus dans nos relations d'amitié. Donc, l'investissement est déplacé des parents aux amis. Donc, les pères, les amis occupent énormément de place dans la vie des jeunes. D'un côté, ça peut être positif. Les jeunes peuvent se tourner vers leurs amis pour obtenir de l'information, du soutien. Mais les amis peuvent aussi avoir un impact négatif à différents égards au niveau de l'image corporelle des jeunes et de leur relation à la nourriture. On va le voir un peu plus loin. Il y a différentes façons dont la relation entre les pairs peut avoir un rôle à jouer sur le développement de l'image corporelle. Ah oui, ma webcam est ça. Oui.
Oh, je m'excuse, c'était difficulté technique. Ah! Ah, maintenant, vous me voyez? Je pensais que vous me voyez, je suis désolée. Donc, fait que maintenant, vous me voyez. Bon, donc je regardais dans le vide. En fait, il y a deux trajectoires. Si on regarde les études sur le sujet au niveau des relations avec les pairs, il y a deux trajectoires qui ont été plus étudiées, principalement la trajectoire numéro 1 qui a été plus étudiée. On commence à étudier un peu plus la trajectoire numéro 2. Donc, la trajectoire numéro 1, ça c'est une étude de Sharp, Schaber, Treasure et Schmidt en 2014. Donc, si on regarde la façon dont les pairs peuvent avoir un rôle à jouer dans le développement lié à l'image corporelle, premièrement par des pressions directes. Si je ressens des pressions de la part de mon groupe d'amis à avoir un certain type de corps, si je me fais taquiner soit de la part de mes amis ou, c'est correct? Oui. ou de la part des autres, par exemple, des autres élèves dans l'école, si je me fais stigmatiser par rapport à mon poids, mettre à l'écart. Si jamais je suis dans un cercle d'amis où est-ce que l'apparence occupe vraiment beaucoup d'importance, par exemple que mes amis s'entraînent beaucoup, ont certains comportements face à l'alimentation restrictifs ou ont recours à certains régimes amaigrissants, si dans mon cercle d'amis, il y a des conversations qui tournent autour du poids, de l'apparence, qu'on appelle en anglais, c'est les fat talk. Je l'ai laissé en anglais en parenthèse parce que je trouve que c'est un mot qui est quand même parlant. Donc, tout ça peut avoir un rôle à jouer sur comment je me sens dans mon corps et comment j'agis avec mon corps et le rapport que je vais avoir avec la nourriture. Donc, ça, c'est ce qui est le plus étudié pour le moment. La voie numéro 2, la trajectoire numéro 2, ce serait qui a un impact sur l'image corporelle des jeunes, c'est la place, le rôle que jouent les amis. Donc, est-ce que je considère que mes relations avec mes amis sont significatives? Est-ce que je me sens validée par mes amis? Est-ce que je sens que je peux être moi-même? Est-ce que je sens que j'ai du soutien de la part de mes amis? Est-ce que je considère que je suis aimée de la part des jeunes dans mon école? Est-ce que le nombre d'amis que j'ai, est-ce que j'ai un seul ami sur qui reposer ou j'ai un cercle d'amis quand même avec qui je peux faire confiance? Donc, tout ça pour avoir un impact sur la façon dont je perçois mon corps et comment je le traite. Si jamais je vais trop vite, c'est quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire à ma collègue Jeannick. Donc, l'importance du regard des pairs à l'adolescence. J'ai marqué certaines jeunes filles, mais beaucoup de jeunes filles plutôt. Puis là, c'est parce que les études ont été faites plus chez les personnes de sexe féminin qui se sentent filles. Par contre, on peut quand même retrouver ça un peu chez les garçons, mais il y a peu d'études, je pourrais pas vous dire en comparaison, il y a peu d'études qui ont été faites sur le sujet. Donc, certaines jeunes filles ou beaucoup de jeunes filles rapportent se sentir jugées et évaluées par leur père en fonction de leur apparence. Donc, il y a une certaine anxiété par rapport à leur apparence, par rapport à leur format corporel. C'est quelque chose qui est retrouvé aussi chez les femmes adultes qui ont l'impression de se sentir souvent évaluées par rapport à leur apparence. Est-ce que j'ai de l'air trop? Est-ce que j'ai de l'air pas assez? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je m'habille de cette façon-là? Ça pourrait même dicter, bon, on parle pas des écoles où il y a un uniforme, là, mais ça pourrait même dicter des fois les choix de vêtements des jeunes ou des adultes. La comparaison est très... Puis là, au-delà de ça aussi, quelque chose que les jeunes, des fois, des intervenants nous confient, que les jeunes leur ont confié, ou même que les jeunes nous confient en présentation, au-delà de se sentir jugés et évalués par rapport à leur apparence, ils se sentent aussi jugés et évalués par rapport à ce qu'ils mangent. Donc, il y a des jeunes filles surtout, qui vont dire qu'ils sentent qu'il y a un regard sur leur repas, sur ce qu'elles ingèrent ou la quantité de nourriture qu'elles mangent. Donc, elles se sentent évaluées par rapport à ça. La comparaison, elle est particulièrement présente à l'adolescence. En fait, c'est la période de vie où est-ce que les gens ont tendance à le plus se comparer vis-à-vis les autres et principalement par rapport à l'apparence. Maintenant, par rapport aux médias sociaux, hein, on ne se cachera pas, les jeunes sont beaucoup aujourd'hui sur les médias sociaux, les adultes aussi. Donc là, les études que je vais vous rapporter sont principalement effectuées sur Facebook. Je pense que c'est le média social qui est probablement le plus documenté jusqu'à présent.
Par contre, sachant que les jeunes utilisent beaucoup Instagram ou Snapchat, peut-être qu'il y a de futures études qui vont se pencher davantage là-dessus parce que pour le moment, il y en a très peu. Donc, il y a certains auteurs qui rapportent que chez des filles de 13 à 15 ans, les préoccupations liées à l'image corporelle augmentent avec le temps qui est passé sur Internet ou sur Facebook. Par contre, cette donnée-là, elle est controversée. Il y a d'autres études qui ont été faites un peu plus tard qui démontrent que c'est sûr qu'on peut dire que Facebook a évolué très rapidement, le web a évolué très, très rapidement, donc ça se peut que maintenant ce soit différent. Donc, les études qui ont été faites un peu après démontrent que ce serait pas tant le temps que les jeunes passent devant Internet qui les rend plus à risque d'être insatisfaits de leur image corporelle, mais plutôt ce qu'ils consultent sur le web. Donc, par exemple, le temps où est-ce que je regarde des photos, où est-ce que je commente des photos, où je publie des photos, et le temps que je visite des sites qui parlent de l'apparence, qui présentent des photos en lien avec l'apparence, des sites peut-être pour des vêtements ou autres, mais c'est ce temps-là qui compterait dans le développement de l'image corporelle. Et donc, plus je passe de temps à être exposée à des images de beauté, et plus je serais à risque d'être insatisfait par rapport à mon image corporelle. Quand je dis je parle des jeunes. Donc, même si je suis pas jeune. Donc, les jeunes aussi qui ont une moins bonne image corporelle seraient davantage portés à rechercher des sites qui parlent d'apparence, du contenu, des images qui soulignent la minceur ou le fait d'être musclé. J'ai fait pour le plaisir, j'ai fait une petite recherche sur Instagram en début de semaine avec le hashtag Fitspiration. Et il y avait plus de 17 000 photos qui étaient associées à ce mot-clic, à ce hashtag-là, où est-ce que ce sont des gens qui prennent des photos d'eux devant un miroir qui parlent de leur apparence, des photos d'eux au gym, ou c'est beaucoup de photos après des entraînements en habits de sport comme très moulants. Donc, il y en a des tonnes. Fait que les jeunes qui seraient plus insatisfaits de leur image corporelle peuvent malheureusement tomber sur cette quantité innombrable d'images sur le web. Les jeunes aussi, donc ça exacerbe les préoccupations des jeunes qui sont déjà préoccupés par leur image corporelle. Les jeunes disent se comparer aux photos de leurs amis sur les médias sociaux en lien avec l'apparence et à se dévaloriser ou à se valoriser en conséquence. Quand je vous parlais que l'adolescence est une période propice à la comparaison, donc c'est quelque chose que les jeunes nous rapportent, qui ont tendance à regarder, par exemple, mon ami est en voyage, en bikini, pose sur une plage, ben je vais avoir tendance à faire comme wow, elle est belle, oh mon Dieu, moi j'ai pas l'air de ça en maillot de bain, au lieu de plus penser au voyage qu'elle fait en ce moment puis qu'elle a peut-être du plaisir. La valeur chez ces jeunes-là est souvent liée au nombre de likes sur leurs photos, donc ça peut être très important. J'ai pas suffisamment de likes, je me sens pas aimée, donc il y a beaucoup de poids, pour faire un mauvais jeu de mots, qui repose sur les médias sociaux. Oh. Je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, les fat talks en lien avec le poids, j'avais dit que je vous en reparlerai un peu davantage. C'est un sujet qui est abordé par le programme Au-delà de l'image. Donc, les fat talks, qu'est-ce que c'est? On s'aperçoit que les adultes en ont, mais que les adolescents et adolescentes en ont tout autant. Donc, ce sont des conversations qui tournent autour du poids et de l'apparence. Ce sont des conversations, par exemple, les sujets qui marquent les fat talks. Ça peut être, par exemple, je parle de ma façon de me nourrir. Je compare ma façon de me nourrir moi-même. Par exemple, ça pourrait être, oh mon Dieu, tu sais, j'étais bonne. Avant ça, tu sais, j'ai pas mangé de sucreries avant le temps des fêtes. Puis là, ben là, c'est la débandade. Depuis que le temps des fêtes est arrivé, j'arrête plus d'en manger. Donc, s'auto-comparer par rapport à ses habitudes alimentaires. Comparer ses habitudes alimentaires à celles des autres. Ah, wow, t'es bonne. Toi, moi, si je mangeais ça, je pourrais pas m'arrêter de manger. Je finirais le sac de chips. Donc, ce type de commentaires-là. Ça peut être aussi de commenter le poids et l'apparence des autres. Donc, par exemple, je regarde une émission avec une amie ou un ami, puis je dis « Ah, elle est tellement belle cette actrice-là, j'aimerais ça y ressembler. Hé, t'as-tu vu elle? Ah non, je préférais vraiment l'autre. » Donc, de commenter le poids ou l'apparence des gens.
Ça, c'est quelque chose que les jeunes peuvent avoir tendance à faire des fois vis-à-vis d'autres jeunes de leur école, par exemple. Ça peut être aussi, donc j'ai dit comparer, je veux juste être sûre de tout vous les dire, donc comparer mon lien à la nourriture avec les autres, comparer mon rapport à l'exercice physique, c'est vrai aussi. Donc de parler de, admettons, ça peut être, puis c'est aussi des conversations liées au fait d'avoir peur de prendre du poids, d'être considérée comme gros, grosse ou d'être considérée comme paresseux ou paresseuse, en manque de contrôle. Par exemple, ça pourrait être, je vais utiliser souvent le temps des fêtes comme exemple parce que c'est une des périodes où est-ce qu'il y a le plus de fat talk. Donc, ben là, je viens de manger toute ma tourtière et après, il va falloir que j'aille courir demain, tu sais, va falloir que je me remette au régime. Donc, tout ça, ce sont des fat talks. Et les jeunes ont recours à ce type de discussion-là aussi. Les fat talks deviennent le lieu de socialisation. Malheureusement, au lieu de changer de sujet quand ça arrive, on a tendance à continuer sur le sujet, à se comparer dans un même groupe d'amis. Donc, ça devient malheureusement le lieu de socialisation et ça, on le voit surtout chez les filles et chez les femmes, même si ça peut arriver chez les gars aussi ou chez les personnes de tout genre. Ça banalise les conversations liées au poids, ça banalise l'insatisfaction liée à l'image corporelle et ça diminue ce type de conversation-là, diminue la satisfaction liée à l'image corporelle. Donc, par exemple, un axe d'action avec les jeunes, ça pourrait être de les aider à adresser ces conversations-là, de les aider à parler moins de ces sujets-là pour parler plus de sujets significatifs entre amis. Bon, donc rapidement, je vous avais dit tantôt le rôle des pairs, la qualité de la relation avec les pairs a un rôle important à jouer dans le développement de l'image corporelle. Donc, il y a une étude qui a été faite chez des adolescentes de différentes origines ethniques de 13 à 16 ans dans 4 écoles secondaires en Angleterre. Et cette étude-là a démontré que les jeunes filles qui sont plus insatisfaites de leur image corporelle rapportent expérimenter des amitiés qui sont moins satisfaisantes, où elles se sentent moins validées, où elles sentent moins de confiance, de lien, de soutien et plus de conflits. Même chose pour les jeunes filles qui auraient des comportements problématiques avec la nourriture. Pour cette étude-là, ce qui est intéressant, on peut se questionner à savoir est-ce que c'est parce que les jeunes filles n'ont pas de relations significatives ou sentent qu'elles sont moins validées par leur père, qu'elles sont plus insatisfaites de leur image corporelle, ou est-ce que c'est parce qu'elles sont insatisfaites de leur image corporelle qu'elles considèrent qu'elles ont des relations moins satisfaisantes, que ça teinte leur perception de leur relation avec leur père. On peut mijoter là-dessus, mais c'est quand même une étude qui est intéressante. Je vais terminer rapidement pour qu'on ait du temps pour une période de questions. Ça va très vite. Donc, on va regarder pour terminer les domaines. Il y a la théorie développementale de la corporéité. La corporéité, pardon, c'est pas un phénomène qui est, c'est pas comment je pourrais dire, une branche qui est nouvelle. Il y a plusieurs auteurs qui en parlent de différentes façons. Par contre, au niveau de l'image corporelle, il y a Piran et Théal, j'espère que je dis bien son nom de famille, qui ont développé la théorie développementale de la corporéité. Donc, on s'aperçoit souvent les études qui vont parler de l'image corporelle ou des troubles alimentaires analysent souvent les facteurs de risque liés à l'image corporelle et les troubles alimentaires, mais il y en a peu qui parlent des facteurs de protection. Donc, cette théorie-là permettrait de mettre en lumière et les facteurs de risque et les facteurs de protection et de travailler sur les facteurs de protection avec les jeunes. Donc, il y a 3 domaines de facteurs de protection qui ont été identifiés par Piran et Théal. Donc, il y a le domaine physique, de la liberté physique. Je vais vous montrer vite tout le plan pour revenir sur chacun. Ensuite, le domaine mental, donc c'est une traduction libre, la liberté mentale. Et le domaine du pouvoir social, donc le sentiment d'avoir l'impression d'avoir du pouvoir dans nos relations interpersonnelles. Donc, je vais revenir sur chacune de ces dimensions-là. Vous avez quand même le PowerPoint par la suite. Donc, au niveau du domaine physique, la liberté physique, on s'aperçoit que quand les jeunes s'engagent dans des activités
plaisantes, ça peut être un facteur de protection, des activités plaisantes significatives pour eux. Donc, on propose, si on se réfère à la théorie développementale de la corporéité, et si vous cherchez un peu sur le sujet, en anglais, c'est la DTE, la Developmental Theory of Embodiment, donc la DTE en anglais. Donc, au niveau du domaine physique, si le fait que les jeunes s'engagent dans des activités plaisantes, des activités qui ont le goût d'essayer de découvrir. Donc, on dit qu'on devrait demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire, par exemple. Est-ce qu'ils veulent essayer une telle danse? Est-ce qu'ils veulent essayer, je sais pas moi, le yoga? Donc, de leur laisser l'opportunité de choisir des activités où est-ce qu'ils ont l'occasion de se connecter avec leur corps, de bouger. Des activités qui sont vraiment axées sur les sensations liées au corps. Donc, au-delà du sport, ça pourrait même être juste une activité comme aller faire une promenade dans le parc, toucher à différentes, par exemple, toucher à des fleurs, à des feuilles, sentir, donc avoir l'occasion d'utiliser ses sens. Donc ça pourrait être pertinent, ça pourrait aider les jeunes à se connecter à leur corps et à leurs sensations. Également, j'essaie de voir consulter les jeunes quant au choix des activités, bon ça je l'ai dit, et à l'habillement. Donc, de pas choisir à la place des jeunes l'habillement, par exemple, pour un sport X. On se rend compte qu'au niveau des sports, surtout chez les jeunes filles, il y a beaucoup d'évaluation, beaucoup de temps accordé à l'apparence. Par exemple, je pourrais donner un exemple, juste je m'en vais faire, je suis une jeune fille de 15 ans, je vais faire par exemple du soccer, mais je peux peut-être ressentir le besoin, la nécessité de devoir mettre du mascara avant d'aller faire mon soccer, d'avoir de l'air cute dans mon équipement sportif. Donc, il y a quand même toute une attention au niveau de l'apparence dans le sport chez les filles et chez les femmes, beaucoup plus que chez les personnes d'autres genres. Donc, ça serait bien, c'est bien de leur offrir des sports où est-ce qu'ils peuvent sentir qu'ils ont une liberté de mouvement, des sports qui sont pas liés à leur apparence, qui ne focusent pas sur l'apparence. Il y a une étude qui a été faite en Australie qui est super intéressante. Ce qu'on s'aperçoit, c'était, si on regarde en 2004, un des sports le quatrième sport qui était le plus pratiqué chez les filles et les femmes en Australie, c'était le netball. Moi, je connaissais pas avant. Le netball, ça a l'air d'être un mix du basketball puis du soccer, mais je ne m'avancerais pas trop, ou du volleyball. Mais bref, c'était un des sports les plus pratiqués. Et ce qui est arrivé, je vais dépêcher, je vois l'heure avancer. Ce qui est arrivé, c'est que avant les jeunes, les filles et les femmes pouvaient mettre ce qu'ils voulaient, t-shirt, en fait, c'était des pantalons de t-shirt principalement. Et finalement, on a rendu obligatoire le port d'un genre de jumpsuit pour ce sport-là, quand c'était un sport plus pratiqué là, dans des visées de compétition ou autre. Et on s'est aperçu qu'il y a eu une réduction vraiment importante des femmes et filles qui jouaient au netball, soit de 2004 à 2007, 35 000 filles et femmes de moins qui ont décidé de s'inscrire à ce sport-là quand le linge a changé pour des vêtements plus serrés en lycra et ou qui mettent peut-être qui exposent plus notre corps. D'offrir aussi dans le domaine physique, il faut offrir un environnement sécuritaire aux jeunes, donc un environnement où est-ce qu'ils sentent que leur corps est en sécurité. Donc ça, ce serait un facteur de protection. Dans le domaine physique, encore une fois, offrir l'occasion d'avoir aux jeunes des expériences sociales de soutien, d'enseignement qui leur permet d'écouter leur corps, de comprendre leur corps, d'être à l'écoute de leur corps et d'en prendre soin. Par exemple, juste le fait d'avoir une place où parler de questions par rapport à la sexualité, de comprendre les changements de mon corps, les changements liés à la puberté. Par exemple, ça peut être d'avoir un modèle qui m'explique juste c'est quoi les menstruations, comment, si je choisis de mettre des tampons, serviettes sanitaires ou autre, comment faire, parler du changement de la voix, de la pilosité qui arrive. Donc, de pouvoir adresser ces changements-là avec des personnes adultes de confiance. D'avoir des modèles positifs également, ça peut être un facteur de protection dans ce domaine-là. Aider les jeunes à être à l'écoute de leurs besoins. Donc, j'ai barré le self-silencing, donc être attentif à leurs limites, à leurs besoins. Ensuite de ça, un autre des facteurs de protection dans le domaine physique, ce serait d'être connecté
à son désir sexuel, s'il y a présence d'un désir sexuel. Donc, comme je vous disais, avoir un espace pour poser ces questions j'ai marqué les sexualités parce qu'il y a différents types de sexualité, de se sentir à l'aise de communiquer ses besoins à sa ou ses partenaires, s'il y en a encore une fois. Bon, OK, je vais faire OK, je vais faire vraiment vite, sinon vous avez les diapositives. On va peut-être prendre 5 minutes de plus que la présentation le demandait. Donc, au niveau du domaine mental, le domaine mental, c'est un domaine qui est lié aux constructions sociales, donc de me sentir libre finalement de ne pas correspondre à certains standards de beauté ou certaines normes liées à mon, peut-être stéréotypes liés à mon genre ou liés à mes origines ethniques. Donc de me sentir libre par rapport à ça. On s'entend qu'on a peut-être tous une pression un peu à y correspondre parfois, mais de sentir quand même une certaine liberté par rapport à ça. Je vais changer tout de suite. Bon, maintenant, le domaine du pouvoir social, je m'excuse de passer vite. Se sentir libre, le pouvoir social, c'est vraiment de sentir qu'on a un pouvoir en tant que personne par rapport à notre corps, un pouvoir dans la communauté à laquelle on sent qu'on appartient. Donc, de se sentir libre, de ne pas être exposé à des préjudices, discriminations qui sont liées à notre statut social, liées à notre genre, liées à nos origines ethniques, liées à notre poids, notre statut socio-économique, notre orientation sexuelle. Un environnement social de vivre dans un environnement social, je parle, qui favorise l'expérience de pouvoir, de sentir, bon, on peut parler d'empowerment ici, et l'équité qui sont pas liées à l'apparence physique. Comme je disais tantôt, d'avoir des relations significatives qui nous apportent un sentiment d'acceptation, de validation, où est-ce qu'on peut prendre la parole, et également une connexion positive à notre corps en fonction de ses caractéristiques. Donc, si on parle de corporéité sociale, par exemple, s'identifier de façon positive à une communauté, sentir qu'on y appartient. J'en parle rapidement. Je vous invite à lire plus sur le sujet parce que c'est vraiment une théorie qui est pertinente et intéressante. Donc, de mettre en place des activités qui favorisent, dans le fond, des environnements sécuritaires, qui favorisent les préceptes de la théorie développementale de la corporéité, permettrait non seulement d'améliorer l'image corporelle, mais aussi de diminuer les risques liés à d'autres événements qui perturbent le rapport au corps, comme l'automutilation ou l'abus de substances. Donc, je vais terminer avec ça. Les thèmes à cibler en éducation, prévention liés à l'image corporelle, évidemment l'image corporelle. Mais comme je vous disais tantôt, il faut prendre en compte, il ne faut pas juste aborder l'image corporelle, mais aborder l'identité de genre, parler par exemple aussi je vous disais, parler de l'identité de genre, l'orientation sexuelle et tout, prendre dans le fond les différentes facettes liées à l'identité d'un jeune en compte. Parler de puberté, donc aider le jeune à comprendre c'est quoi les changements qui vont se passer dans son corps, à y être prêt. Parler de gestion des émotions, permettre aux jeunes de s'affirmer, la communication, la gestion du stress, parler de résolution de conflits. On parlait que les relations avec les pairs, la qualité de relation avec les pairs est d'importance. Parler des croyances quant au poids, l'apparence, l'alimentation, développer une réflexion critique chez les jeunes par rapport à ce que la société leur envoie comme message en lien avec le poids, en lien avec la santé, en lien avec l'apparence ou l'identité de genre. Parler de stigmatisation, d'intimidation liée au poids, parler de consentement. Donc, c'est tous des sujets qui seraient importants à cibler au niveau de la prévention liée à l'image corporelle. C'est des sujets, comme je disais, qui sont adressés là, dans le programme Beyond Image, au-delà de l'image en français. Donc, c'est ma dernière diapositive. C'est important d'amener les jeunes aussi, c'est démontrer que de permettre aux jeunes de prendre place, de s'exprimer, de militer contre les injustices, d'utiliser leur voix. Donc, favoriser l'empowerment, ça permet d'améliorer l'image corporelle chez les jeunes. Donc, de consulter les jeunes, ça pourrait être intéressant de consulter les jeunes pour
élaborer une politique contre le harcèlement sexuel, la violence sexuelle, l'intimidation. Hein, ça irait dans une théorie DTE. Donc, c'est tout. Vous avez, là, j'en ai mis plusieurs, des avenues qui peuvent être intéressantes avec les jeunes. D'axer sur le plaisir, comme je disais tout à l'heure, de bouger, de pas axer nos interventions sur le poids, parce que la surconscience du poids, comme on disait, mène plus souvent qu'autrement à des habitudes alimentaires et habitudes en lien avec le sport malsaines. Puis parler d'alimentation variée, équilibrée, éviter l'utilisation de termes comme des aliments mauvais, aliments bons. Donc, on évite de parler d'interdits alimentaires, mais plutôt favoriser la découverte, le plaisir de manger, l'écoute de ces signaux de faim, de satiété. C'est tout dans une optique de DTE. Ensuite, laisser de la place a été démontré comme un facteur de protection lié aux troubles alimentaires et l'image corporelle, une image corporelle satisfaisante. De laisser de la place aux jeunes pour cuisiner, préparer des repas. Ça peut donner des habiletés, par exemple, en cuisine, favoriser un moment agréable pendant le repas où on parle, où on a du plaisir. Et je terminerai. Là, c'est vrai que je termine. Je vais arrêter de dire ça. Donc, c'est important aussi quand on veut travailler avec les jeunes sur leur image corporelle, c'est vraiment important. La base, c'est de se questionner soi-même en tant qu'intervenant par rapport à notre propre rapport à notre corps et à l'alimentation. Qu'est-ce que je véhicule en tant que modèle auprès des jeunes? À quel point je parle, par exemple, du poids? De quelle façon je parle de l'alimentation? C'est quoi les préjugés que je peux avoir en lien avec le poids ou l'apparence? Donc, de vraiment se questionner pour être à même de mieux intervenir et prévenir au niveau des jeunes. Puis, je vous dirais, bon, je vais mettre une petite image du programme au-delà de l'image. Donc, par exemple, je vous disais, il y a plusieurs thèmes qui sont couverts par ce programme-là, qui est une adaptation. C'est pas un programme qui a été développé par ANEB, c'est important de savoir, c'est un programme qui a été adapté d'une EDIC, version québécoise francophone. Donc, il y a certaines activités qui ont été adaptées. Et il y a des outils aussi québécois qui ont été ajoutés à certaines activités. Par exemple, il y a des activités, comme je disais, par rapport aux commentaires au poids. Liées au poids, il y a des activités plus sur comment découvrir ma personnalité, dire en quoi je suis unique, être capable de nommer mes qualités. Donc, il y a plein de sujets qui est abordé là, par ce programme-là. Donc, je vous invite à le consulter. Je vous ai mis des références supplémentaires pertinentes au niveau de l'image corporelle chez les jeunes. Je vous ai mis aussi des indications par rapport aux services qui sont offerts chez ANEB, dont le service de texto et clavardage pour les jeunes. Fait qu'on va passer à la période de questions. Oui, donc la première question, est-ce que la DET s'applique aussi aux adultes? Donc, par exemple, est-ce que les mêmes domaines sont importants pour les adultes et ont le même effet chez les adultes sur leur image corporelle? C'est une bonne question. Je serais portée à croire que oui. Par contre, j'ai pas lu d'études qui utilisaient cette approche-là auprès d'une population adulte. Mais on peut croire que des mêmes thématiques seraient aidantes là, au niveau d'une population adulte. Y aura-t-il des certificats de participation? Je vais en discuter. Je pourrais vous revenir à ce sujet-là. Je vais devoir demander là, à mon équipe, mais ça pourrait... Oui, c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Je vous reviens là-dessus. Est-ce que le service de texto est disponible à l'extérieur du Québec? Nous sommes en milieu francophone en Alberta. Malheureusement, le service de texto est pour le Québec. Ça pourrait engendrer certains frais là, au niveau de si c'est à l'extérieur du Québec. Par contre, les jeunes pourraient venir parler sur le clavardage tout en étant à l'extérieur du Québec, là, en ligne avec un ou une intervenante. Le clavardage, c'est du lundi au jeudi de 16h à 20h30. Donc, c'est une possibilité. Ils peuvent aussi nous envoyer un courriel à info@anebado.com et ils pourraient aussi appeler sur la ligne d'écoute. Est-ce que le peu de chiffres chez les garçons est du fait qu'ils ouvrent moins sur leurs émotions? En fait, non, c'est malheureusement les chercheurs, chercheuses que j'ai consultées faisaient davantage d'études au niveau des filles. Il y a des études qui sont spécialisées vraiment plus
chez les garçons et on voit, même s'il y en a moins, il y en a de plus en plus dans le sens qu'on se rend compte que les garçons sont eux aussi préoccupés par rapport à leur image corporelle. Même on pourrait aller jusqu'à dire les hommes adultes. Donc, il y a de plus en plus d'études qui se penchent sur ça, mais reste que c'est encore beaucoup d'études qui concernent plus les filles. Et puis, je vous l'ai pas dit, mais mes études étaient beaucoup sur les jeunes qui se considèrent comme filles ou garçons, mais il y a aussi certaines études sur, par exemple, des personnes trans qui démontrent que, quand je vous parlais tantôt d'intersectionnalité, que les jeunes trans seraient plus à risque d'être insatisfaits de leur image corporelle et aussi probablement de développer des troubles alimentaires. Donc, on sait que l'identité de genre fait partie des facettes là, qu'on doit adresser quand on parle d'image corporelle ou de troubles alimentaires. Quel rôle l'ethnicité ou les origines culturelles peuvent avoir sur l'image corporelle? C'est une bonne question. On est dans une société où est-ce qu'on se cachera pas, il y a quand même des rapports de pouvoir, où est-ce qu'il y a certaines personnes peuvent vivre des inégalités ou de l'oppression en fonction de leur origine ethnique. Donc, ça pourrait avoir un rôle, par exemple, je suis une jeune fille, c'est comme je pourrais vous dire, c'est une multiplication de vulnérabilités peut-être ou de facettes de mon identité qui peuvent faire que je suis plus à risque de développer une insatisfaction par rapport à mon image corporelle. Donc, ça pourrait être je suis une jeune fille. Déjà, les filles, même si les garçons sont touchés aussi, on sait que les filles sont encore plus à risque d'être insatisfaites de leur image corporelle. Donc, ça pourrait être je suis une jeune fille. Je suis une jeune fille, par exemple, noire, en surpoids. Donc là, si vous voyez, j'ai 3 facteurs qui font que je suis plus à risque, désolée, j'ai une affiche qui tombe en arrière de moi, d'être insatisfaite de mon image corporelle. Donc, c'est une combinaison de ça qui augmente mes probabilités d'être insatisfaite de mon image corporelle. Et il y a aussi certaines attentes, tout dépendant mes origines ethniques. Il y a des attentes des fois par rapport aux origines ethniques, dans le sens que on sait que les jeunes filles noires et les jeunes garçons noirs ressentent de la pression parfois à être actifs sexuellement, ont l'impression qu'ils sont considérés comme exotiques. Les images qu'on leur montre beaucoup dans les vidéoclips, c'est le stéréotype du gars noir qui doit être stoïque, qui est musclé, qui est fort, qui fait de l'argent. Les filles des filles qui sont très sexualisées, hyper sexualisées. Donc, ces messages-là qu'on leur envoie par rapport à leurs origines culturelles peut avoir un impact sur comment ils se perçoivent et comment ils ont l'impression que les gens les perçoivent et ce à quoi ils devraient correspondre. Au-delà de l'image s'adresse jusqu'à la 2e secondaire. Est-ce que celle-ci s'adapte à un groupe de 3e et 4e secondaire? Tout dépendant, oui, je pense qu'il y a des activités qui pourraient être facilement adaptées. Vous pouvez, ce programme-là, dans le fond, vous pouvez aller le chercher en ligne et ils peuvent dans le fond, chaque année peut vous être envoyé par courriel là, tous les PDF. Donc oui, je pense qu'il y a certaines activités qui pourraient être adaptées 3e, 4e secondaire. On donne aussi chez ANEB des présentations en lien, une présentation qui s'appelle Obsession du corps et une Estime de soi, image corporelle. La présentation Obsession du corps est adaptée à une population de jeunes de secondaire 3, 4 ou 5. Elle est adaptée selon l'âge. Où est-ce qu'on les fait réfléchir au message qu'on leur envoie dans la société par rapport au poids, l'apparence et la santé. Donc, on développe, on les aide. C'est sûr que c'est une présentation, donc on stimule la réflexion, on met une graine dans la tête là, pour développer la réflexion critique, mais ça ne peut pas remplir tous les objectifs, mais c'est un premier pas, là, ces présentations-là. Ils sont en train d'écrire. J'attends vos questions, donc. Y a-t-il des programmes pour le collégial? Ah, c'est une bonne question. Vite comme ça, j'en vois pas. Je pense qu'il y a des activités quand même peut-être qui pourraient peut-être être prises ou la présentation, c'est pas un programme, mais notre présentation, elle peut être adaptée aussi pour le collégial. Il y a beaucoup quand même de programmes anglophones. Bon, il y en a qui datent de plusieurs années, là, mais il faudrait voir, je me souviens plus des âges exacts, mais il y a le programme VIP, Very Important Kids, qui a été démontré comme ayant une influence positive sur le rapport à son corps, sur l'image corporelle, qui pourrait être consulté, mais je pourrais pas vous dire les âges.
Il y a Équilibre aussi qui fait un programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui s'adresse par exemple plus, je pense, à une population adolescente. Mais il y a quand même là certaines, vous pourrez regarder les références aussi que je vous ai mis, que je vous ai données. Par contre, c'est davantage pour les jeunes au niveau secondaire. Il y en a certaines pour les plus jeunes, comme les livres de Marie-Michel Ricard, que vous allez voir dans les références pertinentes. Mais au collégial, là, je ne pourrais pas en nommer un spécifiquement. Avez-vous des informations concernant les jeunes qui font du sport de compétition et qui développent un trouble en lien avec leur souci de performer? Je pourrais en parler longtemps. Si vous voulez en parler plus longuement, vous pouvez appeler sur la ligne d'écoute. Ce qu'on s'aperçoit, entre autres, je vais peut-être souligner juste une chose. Oui, il y a davantage de préoccupations liées à l'image corporelle dans les sports où est-ce que le poids est important, où est-ce que le corps est au centre de la performance. Il y a aussi plus de troubles alimentaires, malheureusement. Par contre, vous pouvez appeler Annette pour qu'on regarde certaines choses ensemble. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il ne faut pas retirer les jeunes complètement du sport quand il y a des préoccupations liées à l'image corporelle ou des troubles alimentaires. Il faut essayer de trouver un équilibre parce que souvent, la construction de l'identité du jeune s'est fait autour du sport. Tout son cercle d'amis est dans le sport. Donc, il faut voir de quelle façon on peut travailler sans retirer complètement le sport de chez le jeune. Pouvez-vous élaborer davantage sur le self-silencing, donner plus d'exemples, etc.? En fait, le self-silencing, c'est un concept vraiment intéressant. C'est dans le fond c'est la suppression ou la minimisation de ses émotions, de son ressenti, de ses sentiments pour davantage répondre à ceux des autres. Par exemple, en ce moment, je suis avec quelqu'un qui m'a donné un commentaire, qui m'a dit quelque chose qui m'a blessée ou qui me convient pas, je lui dis pas de peur qu'il me rejette, de peur de me faire abandonner. Chez les filles, ça peut prendre la forme d'avoir l'impression de toujours devoir dire oui, de devoir être la personne qui prend soin des autres, qui est là à l'attention des autres. Chez les garçons, ça va prendre souvent la forme d'avoir l'impression de je dois être stoïque, je dois pas montrer mes émotions, ça peut avoir de l'air faible, je dois montrer aux autres que je suis présent pour eux, de passer les autres avant moi. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs beaucoup chez la population prise avec un trouble alimentaire. Les jeunes ou les adultes vont avoir l'impression que s'ils disent non, s'ils mettent leurs limites, ils vont se faire rejeter ou abandonner, qu'ils ne seront plus aimés de leur entourage. Donc ça, c'est le concept du self-silencing. Comment récupérer le PowerPoint? C'est une bonne question. Comment récupérer le PowerPoint? En fait, on va vous l'acheminer dans les jours qui suivent. Là. Merci. Ah, ben ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut avoir aussi une attestation? Merci, excellente présentation. Bon, ben parfait pour l'attestation. Je vais m'informer et on va pouvoir vous revenir par courriel là, quand on va vous acheminer le PowerPoint. Pouvez-vous ajouter le site web pour se procurer au-delà de l'image avec la présentation? Oui, on pourrait l'ajouter au courriel, mais si vous regardez sur la diapositive qui est présentement devant vous, il y a le lien, c'est simple, c'est au-delà de l'image.ca. Puis quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez retrouver aussi dans les outils qui peuvent être intéressants, on travaille beaucoup avec le projet de l'estime de soi Dove, et donc ce programme-là qui a été développé à la base par le NEDIC, utilise beaucoup d'outils qui proviennent du projet de l'estime de soi Dove. Y a-t-il des textes qui documentent les troubles alimentaires et la consommation? Exemple, consommation d'amphétamines. Ben, en fait, ma collègue Jannick est plus spécialisée par rapport à la question, celle qui est la modératrice. Donc, Jannick, si je ne me trompe pas, il y en a. Je ne pourrais pas vous donner plus d'informations par rapport à ça. Par contre, on se rend compte, si on parle des jeunes qui ont des troubles alimentaires, ce qu'on s'aperçoit, nous, de notre expérience,
par exemple, sur le clavardage, il semble y avoir consommation, par exemple, de cannabis, consommation ça peut, ben, ce qu'on voit plus, là, nous, sur voyons, sur le clavardage, c'est le cannabis, mais je sais aussi qu'il peut y avoir consommation d'amphétamines, mon Dieu, je déparle. Et des fois, chez la population prise avec un trouble alimentaire, on peut voir aussi un transfert de dépendance. On a des gens qui ont recours à nos services, par exemple, qui ont fait usage de certaines substances, qui ont pu souffrir d'alcoolisme à une certaine période de leur vie, qui ont pu aussi avoir des problèmes avec le jeu, compulsion dans la sexualité, troubles alimentaires et que des fois on switch un peu de un à un autre. Je pourrais peut-être sélectionner un ou deux articles qu'on pourra mettre en courriel en même temps. Ah oui, ma collègue me dit qu'on va pouvoir sélectionner un ou deux articles pour ajouter au courriel aussi. On pourra vous mettre, c'est ça, des ressources intéressantes. Ben, merci à ceux qui doivent quitter. Ceux qui sont encore disponibles, je peux prendre d'autres questions. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets fin à la présentation. Je vous remercie pour votre participation. Je vous invite à... Ah, je vais attendre un peu, juste encore. OK. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à appeler la ligne d'écoute d'ANEB si vous avez des questions supplémentaires par rapport aux troubles alimentaires ou l'image corporelle. Ah, je viens de voir une question pertinente. La comorbidité est-elle souvent présente avec le trouble alimentaire? On voit, oui, qu'il y a de la concomitance, que les gens qui souffrent d'un trouble alimentaire, par exemple, peuvent aussi souffrir de troubles anxieux, de troubles de stress post-traumatique, de troubles obsessifs compulsifs, de troubles de l'humeur. Donc, oui, il peut y avoir de la concomitance et de la comorbidité aussi, comme des symptômes dépressifs. Donc, oui. Donc, je vais terminer la présentation et n'hésitez pas aussi... ah! La thérapie d'acceptation et d'engagement est-elle recommandée pour... Traiter les troubles alimentaires. Donc, c'est l'acte, c'est bien ça dont vous parlez? Oui? OK. Ben, en fait, euh, je vous dirais que les traitements qui sont souvent suggérés, c'est l'approche cognitivo-comportementale. On regarde aussi en termes de prévention une approche systémique qui engage, dans le fond, les différents environnements de la personne, du jeune. Mais oui, la thérapie ACT pourrait être utilisée. Par exemple, je sais que pour le groupe de soutien hyperphagie, elle a été employée pour les bases du développement de notre programme. Parce qu'on a des groupes spécialisés, j'ai oublié de vous dire, pour les personnes de 17 ans et plus, dont un groupe spécialisé en accès hyperphagique. On a des groupes de soutien aussi pour les proches. Donc, je vous remercie pour votre participation. Et n'hésitez pas à appeler je vais vous rappeler, n'hésitez pas à appeler sur la ligne, ça pour avoir des informations. Ou pour vous aussi, si jamais, je ne sais pas, quel est votre vécu, qu'est-ce qui a pu vous faire vivre la présentation, même si c'est informatif, des fois, ça peut nous amener à nous questionner par rapport à nous-mêmes, à vivre certaines émotions. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser cette ligne-là pour vous et à référer là, les jeunes aussi au service de texto ou au service de clavardage. Le texto est a commencé cette semaine, donc il est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15h30. Donc, sur l'heure du dîner, entre autres, ça peut être un moment où est-ce que les jeunes peuvent l'utiliser pour venir nous parler si ont besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Are we offline?